C'est lundi et le plus beau cadeau que, mesdames et messieurs, vous puissiez faire à quelqu'un est votre amour, votre temps et votre attention. Et nous, ici à l'apéro de Genève, pour cette année 2021, nous avons toujours encore cette envie, cette volonté de pouvoir vous offrir encore plus d'attention et plus d'amour. Et surtout aussi notre temps. Et c'est important, notre temps du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel pour vous entretenir et vous offrir le meilleur du divertissement et de l'information sur la télévision du Burkina Faso. C'est encore un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021. Une année qui, mesdames et messieurs, augure de bonnes choses pour chacun de nous, que ce soit une année de l'aboutissement de tous nos rêves, une année de concrétisation de tout ce que nos cœurs désirent le plus. C'est tout notre souhait pour vous. Et nous allons vous le souhaiter durant tout le mois de janvier. 31 jours, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. L'apéro déjeuner, aujourd'hui lundi, premier numéro de janvier 2021, mesdames et messieurs. Et nous allons partir sans plus attendre, vous offrir la calibration musicale à ce rendez-vous, mais aussi au cours de cette émission, mesdames et messieurs, marquer un temps pour saluer une dame qui est très importante, une dame qui est fidèle à cette émission. Il s'agit de Madame Baya. Madame Baya, qui, mesdames et messieurs, a été admise à la retraite le 31 décembre. Elle était de service donc à l'action sociale. Nous la saluons. Elle a soufflé sur une bougie de plus. C'était hier. Eh bien, au nom de toute la team de l'apéro de Genève, Madame Baya, nous vous souhaitons le meilleur. Femme au cœur à nous, femme généreuse, femme très attentionnée, une femme modèle, exemple. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous avoir et surtout d'avoir cette dame également à nos côtés qui nous produit à longueur de temps des conseils. Merci, que Dieu vous donne longue vie et que Dieu vous élève au-delà de vos attentes. Mesdames et messieurs, c'est parti pour la musique. Après, la team nous rejoint. Ciao, je suis... Je suis un professeur de bongo de la bongologie. Featuring Kedjevara, le maître Kijiba. Danser sa place à Pingri Woto. Danser sa place à Wame. Danser sa place à Woto Bala. Momo Gabana de Panam. Wabo sa place à Wame. Oyaka, tout ça la fête. Avec notre bongo, avec Kedjevara, l'Afrique va danser. Danser sa place à Woto Bala. Alido le cœur du lion. Wabo sa place à Wame. Yawoto, 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 Bala, Yawoto, 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 Bala, Yawoto. Yawoto, Bala, Yawoto. Le maître Kedjevara. Sans pression. C'est sans pression. Naïm Côte d'Ivoire. Pression caillé. Président Estrator. Si tu n'as pas l'argent, mon ami, faut pas désespérer. Dans la vie, c'est mollo. Chacun a son touche de coiffeur. Il faut danser. Bouger, on lève moutou. Danser, bouger, on lève moutou. C'est sans pression doucement. Tout le monde danser. Moutou. C'est sans pression doucement. Bébé, on va bouger. Moutou. Sans pression. Max Alain Gradel.
Tu n'as rien dit, c'est pas bon. Bien, la joie des autres, mesdames et messieurs, est une grande part dans la nôtre. Nous essayons de partager, de distiller cette joie avec vous, mesdames et messieurs, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel sur la télévision du Burkina Faso. Aujourd'hui, lundi, premier numéro de la semaine. Et Zidiara est avec nous, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle parce que l'œil de la cité doit s'insérer dans ce rendez-vous donc de l'apéro déjeuner. Eh bien, avec vous, monsieur Zidiara, on va déjà vous souhaiter une très belle journée, mais aussi une excellente et fructueuse semaine. Et puis aussi... pourquoi pas découvrir un peu ce qui sera développé dans la rubrique L'œil de la cité lorsque le moment sera indiqué. Alors, bonjour. Bonjour à la Dream Team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici. D'ailleurs, les amis, je vous ai dit, vous voulez vous mettre bien de chez les biens. Alors, c'est ici, ça se passe. L'apéro, c'est le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeno, représente a.k.a. pour la Dream Team. Tu testes, tu dead, Paptiki 58. Installe-toi, on va te mettre bien. Merci beaucoup Zidiara, et avec cette bonne humeur, j'ai envie tout simplement de dire qu'avec vous, on ne compte pas les jours, mais ce sont les jours plutôt qui comptent. Alors, c'est important. Comme tu l'as dit, ici on a le devoir, on a également ce plaisir-là de partager, de distiller la bonne humeur donc à l'ensemble de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Merci beaucoup Zidiara pour cette énergie débordante et surtout pour ce partage, cette générosité dont vous faites montre au quotidien, lundi, mercredi, vendredi, puisque ce sont les jours que l'on vous retrouve ici à l'apéro déjeuner pour la rubrique L'œil de la cité. Eh bien aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons donc avoir dans cette rubrique? Alors Jackie, on va, alors L'œil de la cité va s'insurger contre ces personnes de mauvaise foi, je vais dire, qui malheureusement, vous voyez, quand vous prenez la route de Saba, en passant justement par l'avenue Sankara Inoussa, vous voyez qu'il y a des lampadaires solaires dotés donc de batteries. Malheureusement, les gens... trouve le moyen donc d'enlever ces batteries-là. Et quand on passe justement dans la zone-là la nuit, malheureusement, il n'y a pas d'éclairage. Donc, ce qui justement provoque de nombreux accidents. Alors, nous allons encore une fois de plus taper, tirer sur la sonnette d'alarme pour justement interpeller donc les uns et les autres. Vous avez beaucoup plus de responsabilités. Je pense qu'aller jusqu'à enlever ou même voler un bien public, là, ça fait pas beau, c'est très vilain. Et on ne peut pas parler de développement si on voit également ce genre de comportement-là. Mais également, à côté, également, attirer l'attention des autorités compétentes. Bon, ça fait pratiquement un bon bout de temps que ces lampadaires-là ne fonctionnent plus. Donc, c'est déjà d'interpeller la mairie pour que justement elle s'active, pour justement permettre donc aux usagers là d'avoir donc de l'éclairage sur la route. D'accord. Tout à l'heure donc avec vous, nous allons développer tout cela dans la rubrique L'œil de la cité, et puis aussi rappeler donc aux usagers que les relations humaines agréables commencent déjà par nos attitudes. C'est-à-dire que lorsque nous avons de mauvaises attitudes, nous allons dégrader forcément les relations humaines qui existent donc entre nous et puis nos autorités. Exactement. Parce que dans tous les cas, les autorités utilisent, on va me dire que c'est l'argent du contribuable, d'accord, mais qui es-tu pour aller donc justement prendre l'argent du contribuable pour toi seul, au détriment de la population? C'est de, j'allais dire quoi, c'est de l'orgueil, c'est de... c'est pas joli à voir. Voilà, c'est du vol. Voilà, ça c'est plus direct. Il faut il faut y avoir le seul luxe. Un voleur, c'est un voleur. Ça ne t'appartient pas, tu peux apprendre. Tu es un voleur, tu n'es pas autre chose qu'un voleur. Alors donc, merci beaucoup Adèle. On va donc rappeler à ces personnes que le seul luxe valable, c'est de pouvoir toujours entretenir de bonnes relations humaines agréables. Voilà, c'est ça au moins. Avec ça, on sait qu'on a une vie utile. On sait qu'on est important dans la société. Merci Zidiara. Tout à l'heure, on va développer cela dans la rubrique de la cité lorsque le moment sera bien indiqué. Lundi, aujourd'hui, premier jour de la semaine. Bonne semaine à toutes et à tous, et surtout à tous ces guerriers, à tous ces combattants qui sont dans la rue, qui sont en train de chercher leur pain quotidien à la sueur de leur front et non à la sueur de leur... Adèle Ramba est avec nous, bonjour et bienvenue. Non à la sueur de leurs fesses. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous avez la pleine forme comme moi. Jackie m'a lancé la patate chaude, mais moi j'ai pas peur de patate chaude, qu'elle soit froide. Quand elle est froide, on en fait de la salade. Quand elle est chaude, on rajoute un peu de fromage par-dessus, un peu de lardon et ça fait une raclette. C'est très bon à manger. Alors, j'espère que vous avez la pleine forme comme moi. Moi, ça va. Un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine, ce lundi. J'espère que vous allez passer une excellente semaine pleine de grâce et pleine de bonté. Alors, restez connectés. L'apéro déjeuner va commencer juste après la citation que voici. Je cite: là où naît l'intérêt, la sincérité se tait. D'accord. Là où naît l'intérêt,
La sincérité se tait. Fin de citation. Merci beaucoup pour cette très belle citation qui nous permet, mesdames et messieurs, de faire la transition et tout de suite d'aller installer notre invité de cette matinée lundi sur la télévision du Burkina Faso. Et je rappelle donc l'apéro de Genève, votre carrefour par excellence des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Nous sommes lundi et c'est un jeune dynamique, guerrier, ambitieux, qui est fidèle à ses convictions et qui œuvre depuis donc la Suisse pour le bien-être de ses confrères ici au Burkina Faso au sein de son association. Il est le président de l'association. Nous allons en savoir plus sur lui, savoir un peu plus sur les objectifs visés par cette association qui, mesdames et messieurs, fait de belles choses depuis la Suisse. Bien à vous, le bonjour et surtout, excellent moment à notre compagnie et puis aussi quoi d'autre. On vous aime. Aimez tout simplement pour vivre. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Il est avec nous, monsieur Abdoul Aziz, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est un garçon que nous avons beaucoup apprécié, qui était passé donc nous faire un coucou le vendredi, un clin d'œil, s'il n'y a pas très longtemps. Et nous avons tenu donc à l'avoir sur notre plateau. Abdoul Aziz Il Boudo, il est natif de Saponé. Et c'est ce garçon qui est à la tête de cette belle association, l'association Wen Namalgué, voilà une association qui œuvre dans l'humanisme, dans l'humanitaire, qui œuvre dans la solidarité, qui également mène des actions pour apporter encore plus de sourire donc à ces populations, à leurs frères et sœurs qui sont restés ici au pays, loin du pays, mais ils ont toujours un regard ici tourné vers leur comment on appelle, leur zone donc d'origine, tout simplement leur pays d'origine, leur terre natale. Il est avec nous ce matin, Abdoul Aziz Il Boudo. Nous allons l'accueillir. La team, s'il vous plaît. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, qui en tout cas a promis de bien parler de cette association que nous allons découvrir ensemble avec vous. Bonjour, monsieur Il Boudo. Bonjour. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci pour installez-vous convenablement et puis nous allons vous souhaiter la bienvenue et vous permettre de regarder cette caméra en face de vous et puis de souhaiter également présenter vos vœux les meilleurs à toutes ces personnes-là qui vous suivent et qui aiment ce que vous faites et qui vous suivent depuis donc la mise en place de cette association qui est née en Suisse, n'est-ce pas? Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Je ne suis pas un habitué du plateau. Si je cherche mes mots, je n'arrive plus à formuler, excusez-moi parce que c'est nouveau pour moi. En fait. D'accord. C'est votre première fois de faire une émission télé? Oui. D'accord. Oui. Comme invité d'ailleurs? Puisque vous étiez là la dernière fois avec Jakassa. Oui, la dernière fois, donc ça fait la deuxième fois maintenant. Ça fait la deuxième fois. Oui. Alors vous étiez de passage. Aujourd'hui, vous êtes donc le principal, notre invité, parce que nous avons appris des choses sur vous, donc nous avons voulu en savoir plus ici à l'apéro déjeuner, dans la rubrique Tranche de vie. Monsieur Abdoul Aziz Il Boudo, vous êtes natif de Saponé, c'est vrai? Bien ça. Alors, il y a combien de temps vous avez visité Saponé déjà? Waouh, très longtemps de cela, mais j'ai toujours Saponé dans mon cœur. Oui. Même si ça fait presque 15 ans que je ne suis plus allé, mais je pense toujours Saponé parce que je sais que mes origines viennent de là-bas. C'est très très important. Il y a un dicton amoureux qui dit tu ne dois pas oublier là où tu viens en fait, quel que soit là où tu es. Je sais que je viens de Burkina, mais je viens plus précisément de Saponé. Je suis fier de venir. Vous êtes là au Burkina Faso il y a quelques jours. Est-ce que vous comptez donc avant la fin de votre séjour au Burkina Faso visiter donc les ancêtres et les aïeux de Saponé? Oui, c'est très très important pour moi d'aller à Saponé. Parce que dans mon programme, j'ai prévu aussi d'aller à Saponé et plus précisément aussi à l'hôpital. Pour voir les actions que j'ai faites depuis la Suisse. Comme je suis là, c'est bien vrai, c'est bien d'aller sur place et puis chercher à savoir un peu plus et qu'est-ce qu'on peut faire davantage. D'accord. Mais vous êtes né où, monsieur Il Boudo? Je suis né à Ouagadougou. À Ouagadougou, grandi à Ouagadougou. Précisément dans quelle maternité? Oui, vous êtes né au quartier? Oui, c'est pas le souci, à Yenenga en fait. À Yenenga? C'est juste à côté. À Yenenga, oui, c'est vrai, il y a beaucoup qui sont nés là-bas quand même. On a beaucoup, on a reçu des invités. Des invités qui sont nés soit à Yenenga, soit à Saint-Camille. À Saint-Camille. Mais pas beaucoup du côté de la maternité de Goungé quand même. Oui, pas beaucoup. À Goungé, qui va quitter par là, il peut aller accoucher à Goungé. Oui, c'est pas faux. Ça me fait bizarre de voir l'endroit comme ça. Je dis, c'est là où je suis né, quoi. C'est quand même magique aussi. Vous êtes allé voir quand même? Non, mais de passage depuis l'aéroport, je sais que c'est pas loin de l'aéroport, donc je ne suis pas rentré dedans, mais je voyais de loin comme ça, et puis c'est un peu magique de savoir que c'est là où tu as vu le jour pour la première fois. D'accord. Alors, vous êtes né ici à Ouagadougou, précisément à la maternité Yenenga, c'est bien cela. Et vous avez fait vos études. Parlez-nous un peu de votre cursus scolaire. Vous avez bossé où? Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école pendant très très longtemps. Mais j'ai commencé à travailler parce qu'à un moment donné, mes parents n'avaient pas de moyens pour assurer
la scolarité. Voilà, pour le monde. Et puis, je me suis dit, il faut prendre la vie de bon côté et puis il faut avancer. Donc, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17, 15, comme ça, même moins. Et puis, ainsi de suite, j'ai avancé dans ma vie. Et puis, justement, c'est cette partie qui m'intéresse ici, après, à la suite de vos propos. Alors, vous dites que vous avez commencé à travailler très tôt. Vous avez quitté l'école à quel âge? Du moins, en quelle classe? Bon, je préfère ne pas dire ça pour le moment, mais je garde ça pour moi. Non, pas du tout. Vous avez honte de votre passé? Non, pas du tout. Je suis fier de mon passé. D'accord. Je suis fier. Alors, je le dis haut et fort. On a juste besoin que vous partagiez cette expérience. Je regarde les caméras et je dis ça. Oui. Je suis vraiment fier de mon passé. Je suis hyper content de mon parcours. Oui. Oui. Les mots me manquent pour vous dire jusqu'à quel point je suis content. En fait. Ça n'a pas été facile, mais vous avez tenu. Oui. Vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Oui. Alors, c'est justement cette expérience qu'on a envie que vous partagez avec ces jeunes-là qui vous suivent et qui vous voient aujourd'hui comme un modèle, un exemple, mais qui ignorent ce que vous avez pu connaître comme difficulté. Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit, M. Il-Boudo. Comment est-ce que vous avez quitté l'école? À quel âge vous avez quitté l'école? Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? J'ai quitté l'école à l'âge de 15 ans. D'accord. Et quand vous avez quitté l'école? Oui, j'ai commencé à faire des petits boulots. Petits boulots. Comme être pompiste dans une station d'essence. Et après, travailler dans une entreprise. Après, chauffeur, comme chauffeur télécell avant, qui était télécell. Et par la suite, j'étais aussi chauffeur à SGBB. Banque Basic, là, ils sont là. Voilà. Donc, j'ai travaillé aussi là-bas en tant que chauffeur. Donc, ça n'a pas été facile pour moi. Mais j'ai tenu bon en fait. Vous avez tenu bon. Et pendant ce temps, au moment où vous étiez en train de vous battre comme un beau diable pour avoir votre pain quotidien, qu'est-ce qu'on racontait autour de vous? Les jeunes de votre âge qui ont fait l'école avec vous, et que vous ont croisé sans doute dans la rue quelque part. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne sais pas ce qu'ils racontaient de moi, mais une chose est sûre, qu'il y a d'autres personnes qui avaient baissé les bras en disant que c'est difficile de nos jours de se battre tout seul et puis s'en sortir. Mais j'ai toujours dit, l'avenir vient dans notre tête d'abord en fait. Il faut être convaincu de ce que tu veux et être conscient, en fait. C'est ça aussi qui m'a aidé à avancer, à être là où je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que vous êtes conscient parce que vous êtes face à une situation qui est difficile, diffictueuse, on va dire, parce que papa n'a plus les moyens de pouvoir vous scolariser et les conditions sociales sont de plus en plus difficiles. Et vous êtes un homme, vous devez prendre votre destinée. Et puis, ce n'est pas seulement les moyens. Le problème, parce qu'entre-temps, il y a mon papa qui est décédé. Et ça aussi, ça m'a tellement choqué que j'arrivais plus comment dire ça, aller à l'école, j'arrivais plus à être moi-même. C'était un peu difficile pour moi de perdre mon père à l'âge de 15 à 16 ans en fait. Donc pour moi, la meilleure solution, c'était de quitter l'école et puis essayer de chercher comment je vais réussir ma vie. l'école pour vous chercher rapidement. En ce moment, maman était où? Non, maman, ça va, elle était à l'abri des besoins, mais c'est pour moi-même. Oui. Vous étiez inquiet déjà de votre avenir à l'âge de 15 ans? C'est ça. Vous avez pris conscience tout de suite à l'âge de 15 ans qu'il faille absolument travailler pour assurer des lendemains meilleurs. C'est vrai, vous vous êtes lancé dans ces petits boulots, vous avez fait un peu du pompiste, chauffeur dans des structures aujourd'hui. Est-ce que pendant ce temps, il vous est arrivé donc de vous laisser entraîner dans ce qu'il convient d'appeler la facilité? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez été tenté par ces jeunes qui... Les pickpockets, des trucs comme ça? Non, non. Placement. La facilité, c'est toujours mauvais pour tout le monde en fait. Tu gagnes dans un premier temps, mais à l'avenir, tu souffres beaucoup. Et même quand je suis arrivé en Europe, ici, la facilité, ça n'a rien à dire. C'est encore... Je peux dire que ce n'est pas la facilité, parce qu'ici, les gens grouillent comme des malades pour pouvoir manger. Mais de l'autre côté, il y a la facilité. Il y a des gens qui arrivent là-bas, qui décident de vendre la drogue, par exemple. Ça, c'est la facilité. Ça, c'est la facilité. Au bout de quelques temps, ils ont du pognon, en fait. Mais là, la durée de vie aussi n'est pas... Oui, à la longue, c'est le problème. Il y a tellement de facilité là-bas qu'ici. Mais j'ai toujours décidé de travailler, gagner ma vie par mes propres moyens que de chercher la facilité, en fait. Monsieur Il-Boudo, les choses se sont dessinées. Vous avez pris votre destinée à 15 ans. Vous avez commencé à travailler. C'est à quel moment que s'est présentée à vous cette opportunité de fly, de vous retrouver de l'autre côté? Parlez-nous un peu de cet épisode. J'ai eu, comment dire,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'était parce que vous avez rencontré quelqu'un ici ou bien vous aviez quelqu'un là-bas qui vous attendait ou ça s'est passé comment au fait pour que vous puissiez... Parce que moi depuis longtemps, depuis des années, moi je suis là, je guette l'Europe, je n'arrive pas y aller. Je guette l'Europe, je n'ai pas d'opportunité. Je ne jure que par l'Europe, pour moi l'Europe c'est l'Eldorado. Mais comment je fais pour arriver? Et vous avez la chance d'aller. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou des conseils d'amis? Non. En fait, c'est personnel. En fait, j'essaie de ne pas rentrer dans trop de détails devant les caméras. Mais au moins, c'est une opportunité, monsieur Ilbodo. Voilà, c'est une opportunité. On n'est pas venu vous chercher pour vous amener. Non, pas du tout. C'est pas quelqu'un qui m'a amené là-bas. C'est pas parce que j'ai rencontré quelqu'un. Voilà pourquoi je suis allé. Non, je suis allé par mes propres moyens. Est-ce que vous êtes passé par la mer? Pas du tout. Si c'était par la mer, je pense que j'allais rester ici. Mais il y en a qui sont passés par la mer. Mais c'est dommage pour ces gens-là, en fait. Je regarde à la télé et je trouve vraiment dommage pour nos frères et sœurs qui meurent tous les jours à la mer, en fait. Oui, c'est vraiment dommage. Mais mon cas, si c'était prendre le bateau pour aller en Europe, je pensais que j'allais faire autre chose. Même si j'allais vendre du pain, en fait. Oui. Oui. Donc, j'encourage personne de traverser la mer pour aller en Europe. Mais vous êtes allé en Europe pour vous chercher ou parce que ça, vous dites, voilà, parce que vous dites c'est personnel. Parce qu'ici, à l'apéro, on a envie de comprendre parce que ça fait une bonne expérience de vie quand même. Ça fait expérience. Quelqu'un qui quitte l'école à 15 ans. À 15 ans, à l'adolescence. Qui a perdu papa à l'âge de 15 ans. Oui. Qui fait des petits boulots. Qui est laissé à lui-même. Qui est obligé entre-temps d'aller faire des petits métiers pour pouvoir avoir son pain quotidien. Et paf, je s'y retrouve en Europe. Comment vous êtes retrouvé en Europe? J'ai l'impression que vous me poussez à dire... Je ne veux pas dire... On ne vous pousse pas, on veut juste que vous dites. Bien sûr. Ça fait plaisir et ça fait expérience. Oui, j'essaie de ne pas rentrer dans les détails parce qu'il y a certaines... Vous n'avez pas envie de pouvoir encourager ces jeunes qui pensaient comme vous à l'époque? Bien sûr. Je les encourage, mais je n'encourage pas tout le monde à aller en Europe, en fait. Parce que la vie de l'Europe aujourd'hui, c'est tellement compliqué à vivre que j'encourage personne à aller, en fait. Monsieur Ilbodo, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais que ça a été dur pour vous. Bien sûr. Oui. Je sais que vous êtes un guerrier. Si la combativité avait un nom, on allait vous appeler combativité. C'est ce qu'on a dit en début d'émission. Alors, je veux juste que vous partagez cette expérience avec ces jeunes. Comment s'est fait votre passage? Comment les choses se sont tissées? C'est quand même le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire, un parcours à compter. Et votre parcours, il est intéressant. Et nous avons besoin que vous le comptez. Bien sûr. En fait, à un moment donné, j'ai eu des soucis. D'accord. Je ne vais pas dire avec qui, mais avec des grands que je devrais me chercher à un moment donné. D'accord. Donc, et pour moi, la meilleure solution, c'est d'aller plus loin. J'ai décidé comme ça. Ce n'était pas quelque chose que j'ai préparé pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui est venu tout d'un coup comme ça. Et je me dis, aujourd'hui, je fais des petits boulots et j'ai les moyens d'aller loin. Donc, pourquoi pas? Mais quand je partais en Europe, ce n'était pas pour aller rester. Je partais pour faire 2 ans, maximum 3 ans, et puis je retourne. Ouais. J'ai même pris mon billet aller-retour en disant, je pars. On peut revenir. Oui. Comme on ne peut pas tout décider, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas rester? Mais c'était compliqué. Oui. Est-ce que vous avez été menacé de mort avant de partir? Non. Vous déviez à quelqu'un avant de partir? Dis à quelqu'un? Vous déviez l'argent? Non, pas du tout. Si c'était ça, ça ne vaut pas le coup de partir. Non, si c'est ça, il n'y a pas de souci. En fait, je n'avais pas de moyens, mais j'étais à l'abri de besoin. C'est comme j'ai l'habitude de dire à mes frères ou à mes amis, j'avais pas beaucoup, mais les petites pièces ne finissent pas. J'ai toujours un peu d'argent. Et là, je remercie le bon Dieu. Je n'ai jamais été vraiment en manque de sous. Oui, mais qui a commandé? Ça veut dire... Voilà, ça veut dire, quel que soit le moyen, le bon Dieu a toujours fait en sorte que j'ai toujours de quoi subvenir à mes besoins. Et ça, les mots me manquent pour décrire jusqu'à quel point. Même en Europe, ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. Mais là-bas, je suis arrivé, c'est comme si je tenais là-bas en fait. Il y a beaucoup de choses, presque toutes les portes s'ouvraient. Et puis j'ai pu vraiment faire de grandes choses que souvent je me dis, mais qu'est-ce qui m'a amené là en fait? Il a su garder son calme dans le malheur. Ouais. Et dompter les épreuves. Et puis pour ne pas oublier, je vous dis aussi, la Suisse, je n'avais pas décidé dès mon départ d'ici d'aller en Suisse. Oui. Mon but c'était de partir hors de chez moi et puis revenir. Est-ce que vous êtes passé par un pays africain avant de vous retrouver en Europe? Non.
Vous êtes allé directement? Oui. Donc du coup, j'avais la possibilité d'aller ailleurs, comme en France ou d'autres pays. Donc, je n'avais pas décidé du tout. Je pars pour la Suisse. D'accord. Non. C'est par miracle et qu'aujourd'hui, je suis content en fait d'être là-bas. Je me suis laissé guider. J'ai pris le vol ici pour France parce que généralement 90% des avions internationaux, des vols internationaux atterris en France, depuis la France, maintenant que tu peux aller là où tu veux. Mais moi, une chose était claire et que je ne voulais pas rester en France. J'ai dit je peux aller n'importe où, mais je ne voulais pas rester en France. Ça aussi une décision personnelle que je ne vous dirai pas pourquoi. Mais pour moi, la France c'était... Non, ça ne faisait pas partie de mon problème. Non, pas du tout. Donc pour moi, c'était parce que l'avion ne pouvait pas atterrir ailleurs qu'en France. Donc depuis la France, j'ai pris un taxi depuis l'aéroport qui amène les gens dans un autre endroit pour prendre l'avion ou le train aussi, ou le TGV ou autre chose. Donc j'avais la possibilité là-bas d'aller, et comment dirais-je, en Italie ou en Espagne ou en Belgique, Luxembourg. J'avais cette possibilité. Mais j'ai fait la queue pour acheter le billet de train, mais je ne savais pas là où je partais. Je suivais les gens, ceux qui sont des amis de l'avion avec moi. Je n'avais pas une destination précise que je parte en Suisse. Et le monsieur qui était devant moi, quand c'est arrivé à son tour, il a dit un billet pour Genève. Et moi, qui connaissais personne en Europe et qui ne savais pas là où aller, le plus facile pour moi, c'était de dire un billet pour Genève. Non, ça c'est encore compliqué. Le plus facile, c'était de dire la même chose. Ça, c'était compliqué. Pas la même chose. Ouais. La même chose que mon voisin. Un billet pour Genève, la même chose. Donc, voilà. Donc, j'ai dit la même chose. Ils m'ont vendu le billet pour Genève. Quelques heures plus tard, je me retrouve à Genève. Et puis du coup, c'était un peu compliqué parce que je connaissais personne. Et puis il faisait froid. Ah oui, oui. C'était l'hiver en fait là-bas. J'ai pris le vol ici le 29 décembre 2009. Et je suis arrivé en France le 30 matin très tôt. Et en Suisse l'après-midi. Il faisait froid. Vous ne pouvez pas imaginer. Moins 10 si je me trompe. Est-ce que tu t'es pas demandé qu'est-ce qui m'amène? Je me suis posé la question, mais un peu plus loin en fait. Il y a un autre endroit, là où je devrais aller loger pendant un certain temps. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais faire une semaine ici? D'accord. Tellement qu'il y avait la neige. Vous n'aviez personne qui vous attendait? Non, personne. Personne. Tellement qu'il y avait la neige, je me suis posé la question, pour ne pas sauter des étapes, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais faire une semaine ici? Mais j'ai fait 12 ans dans cet endroit. En fait, en Suisse, il y a des endroits qui fait moins froid que d'autres. En fait. Vous avez dormi où la première fois? Voilà, voilà. Une très bonne question. La première fois, comme je ne connaissais personne, il fallait trouver un endroit pour dormir. Donc j'ai pris l'hôtel à Genève, qui coûtait la peau de, que je ne vais pas dire la peau de... La peau de fesses. Ah oui, la peau de fesses. Ça veut dire que c'était cher. Voilà, c'était cher. Donc j'ai pris hôtel à Genève, et puis de l'hôtel, parce qu'en partant, je suis allé avec le carte de crédit que j'avais, pour pouvoir survenir aussi à mes besoins en fait. L'idée, c'est pas d'aller rester... Vous avez un peu d'argent quand même. Oui, mais bien sûr, parce qu'il faut aussi avoir un peu d'argent. Tout dépend de chacun en fait. Et puis après l'hôtel... Le premier souci est que je n'arrivais pas à manger des plats en Suisse, en fait. C'était un peu bizarre pour moi. Oui. Parce que je regardais ça à la télé, tout à coup, on me pose des plats un peu... Voilà. Tu vois, il faut ça. Voilà, tu vois. Voilà, tu vois. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on me sort ces plats-là, j'ai du mal à manger. Donc, l'hôtel là où je logeais, j'ai demandé à savoir est-ce qu'il n'y a pas un restaurant africain ici, là où vraiment je pourrais manger quoi. Donc ils m'ont donné la carte de Genève et puis ils m'ont indiqué par où je dois passer pour arriver à ce restaurant, qui s'appelle d'ailleurs à l'époque restaurant Le Baobab, restaurant sénégalaise. Donc je prenais le bus le matin, je faisais le trajet, je faisais toujours le même trajet pour ne pas me perdre. Je me rendais à ce restaurant. La première fois que j'ai mangé, comment dirais-je, du riz au soumbala, non mais c'était vraiment cool quoi. Je vois, oui, je vois les plats que je peux manger. Et puis après,
J'ai continué ça pendant longtemps, pendant quelques jours, et puis j'ai demandé au restaurant, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui vient du même pays que moi? Burkina Faso. Voilà, Burkina Faso, parce que j'entends toujours que les Burkinabés voyagent, mais j'arrive dans une grande ville comme Genève, il n'y a aucun Burkinabé. Et les Sénégalais, ils se sont mis à chercher pendant 2 jours, ils m'ont trouvé un Burkinabé. D'ailleurs, qui représentait les Burkinabés à Genève, en fait. Oui. Et puis, j'étais très, très content de voir ce monsieur. Vous retrouvez de la famille. Qui parle le Moré. D'accord. Tagom Mamgwama. Donc, du coup, c'était vraiment une expérience hors norme, en fait, de pouvoir partager avec lui, de pouvoir discuter avec lui. Oui, bien sûr. Ça, c'était vraiment quelque chose que je ne peux pas oublier. Wow. C'était des grands moments. Ouais. Et d'ailleurs, la personne, il s'appelle Omer, que j'aimerais lui rendre hommage. Omer Simpson. Je l'appelle Omar, en fait, Omar Comporé, si je ne me trompe pas. Comporé. Oui, Omer. Alors, vous allez rester avec nous parce que nous allons comprendre encore plus les différentes étapes que vous avez dû, donc, les épreuves que vous avez dû surmonter pendant votre séjour. Et on va revenir sur la création de cette association qui a été créée où déjà? En Suisse. Ou en Suisse? En Suisse. En Suisse, d'accord. Reste avec nous pour la suite de cette émission. Merci. Il est exactement, mesdames et messieurs, à la marche du temps, 35 bonnes minutes. Passées après 11 h, vous êtes en direct sur la télévision du Burkina Faso. L'aventure de l'apéro de Genève, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. C'est lundi, premier numéro de la semaine. Gédiara nous entretient dans la rubrique L'œil de la cité. Et c'est maintenant, transition. L'heure et la cité, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Eh bien, nous avons le premier aujourd'hui. Zi. Alors, Jackie, c'est comme on l'a dit en introduction, il y a des gens qui ne vont jamais abandonner la facilité. On en parle pendant que, bon, on est en train d'écouter l'histoire de quelqu'un qui, en tout cas, a proscrit la facilité pour se faire donc une image, pour se faire donc une notoriété. Alors, il faut dire également ici, dans ce contexte-là, il y a des gens qui ont dit à la facilité, là, nous, on va s'abonner à la facilité. Ouais. Donc je disais tantôt que nous allons nous intéresser aux lampadaires, justement où on a enlevé les batteries. Ça se passe à Saba, Saba qui est une commune rurale, à quelques minutes donc, de la sortie de Ouagadougou, où effectivement on voit les lampadaires qui malheureusement, vous voyez, c'est doté de batteries. Et les gens, et sur 3 km, dès que vous quittez l'avenue Sankara-Inoussa, que vous vous rendez à Saba, les lampadaires sont là, sur 3 km. Malheureusement, ces lampadaires-là ne sont pas fonctionnés depuis un bon bout de temps. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Je l'ai dit, des personnes de mauvaise foi, justement, ils montent à travers donc, des échelles, ils montent, ils enlèvent la batterie là et ils partent avec. Il y a pratiquement, il faut dire que plus de la moitié de ces lampadaires là ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a pas de batterie. C'est bien dommage parce que bon, si on vous donne donc le prix donc d'un lampadaire, on va justement, c'est hallucinant. C'est pas du tout intéressant de voir effectivement que on a misé des millions, je dirais même des centaines de millions, et que des gens, pour des intérêts égoïstes, justement, travaillent justement à mettre en retard la communauté. Ce n'est pas du tout intéressant. Et donc, l'heure de la cité, justement, Jackie condamne avec vraiment fermeté ce type de comportement. Et bien sûr, avec la dernière, ce type de comportement aujourd'hui qui ne sont pas du tout honorables et qui ne valorisent pas le Burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, après, on parle de développement. Et la route là a été, je crois, fonctionnait depuis des années, ça fait plus de 15 ans, il y a cette route-là, dotée de lampadaires justement pour que les usagers puissent circuler en parfaite harmonie, en parfaite quiétude, et des gens mal intentionnés viennent justement enlever les batteries. Ce n'est pas du tout honorable. Et nous, on pense que les autorités compétentes devraient également agir. Parce que bon, pourquoi ? Il ne faut pas voir également ces lampadaires-là également. Il faut travailler justement, c'est la mairie également ici qui a interpellé. Nous interpellons la mairie à travailler, à doter encore ces lampadaires de batteries, mais également à trouver les moyens également pour de plus, l'heure de la cité appelle donc les uns les autres à beaucoup plus de responsabilités. C'est comme on l'a dit, c'est du vol, c'est pas du tout intéressant, c'est pas honorable. Voilà un peu l'essentiel du message que l'heure de la cité justement avait à partager avec l'ensemble de nos téléspectateurs et fidèles fans de l'apéro. Merci beaucoup, Gédiara. Ça fait toujours un plaisir de vous entendre et de vous écouter, surtout dans la rubrique de l'œil de la cité qui nous permet d'avoir donc toute l'actualité de la cité, ce qui se passe un peu dans les 4 coins de notre pays, le Burkina Faso. Et bien moi, la question que j'ai, qui me taraude un peu l'esprit, comment j'arrive à atteindre le sommet pour enlever ces batteries? Vous savez, ce sont pratiquement quand vous voyez les lampadaires, c'est haut, pratiquement, il faut dire 5 à 6 mètres de hauteur, hein, je dirais, avec des échelles que ces gens-là viennent parce
Parce que nous avons demandé, des gens ont dit qu'ils ont même vu des gens, même la nuit, notamment, qui sont venus avec des échelles, et c'est les populations même qui ont alerté, et puis bon, ils sont partis, ils ont même laissé les échelles là-bas. Donc c'est à partir d'échelles, justement, que les gens se servent pour monter avec, justement, des arrache-clous et des marteaux, d'autres outils, justement, pour décaper. Vous savez, et quand les techniciens ont installé les lampes et les batteries, là, c'est dans des coffrets. C'est bien coffré, c'est bien cadenassé. Ils viennent avec des arrache-clous, ils viennent avec des, je sais pas, des pinceaux, vraiment. Hein, ils sont mieux préparés, mieux outillés. Ils viennent, ils décapent, ils enlèvent la batterie et puis ils disparaissent. Et moi, je dirais, c'est pas du, je ne qualifie pas de vol, parce que beaucoup de gens, c'est les mêmes gars qui partent pour encore revendre en fait sur le marché, sur des trucs. Bon, c'est pas des... Bon, on le dit souvent. Appelons chacha, c'est du vol. C'est du vol pur et simple. Je dis, de la manière dont ils procèdent, si ce n'était pas du vol, pourquoi ils ne viennent pas en plein jour? Pourquoi ils ne viennent pas enlever en plein jour? La nuit, regarde d'abord, c'est la nuit qu'ils viennent. Pendant que tout le monde dort. Bien sûr. Eux, ils viennent la nuit. En plus, c'est pas pour toi. Tu viens enlever, c'est pourquoi? Ça s'appelle tout simplement du vol. Et puis, Jacques, je tiens à préciser que la dernière fois, ils ont dit qu'ils ont vu également des gens qui sont habillés avec des, tu vois, donc, quelques des techniciens, comme quoi c'est pour justement venir voir une panne. Régler. Ils disparaissent avec la batterie. Soyons plus vigilants, tout simplement. C'est dommage. Et puis en 2023, on ne peut pas développer comme ça. On ne peut pas développer. 2021, on va vous demander plutôt de sacrifier en vous comment on appelle ces personnalités-là. Ces formes de personnes qui vous habitent là, ces démons qui vous habitent, il faut les sacrifier en 2021 pour ensemble donc laisser parler plutôt vos cœurs enthousiastes et surtout vos âmes divines. Parce que là, on a besoin de personnes bien pour pouvoir construire notre pays, le Burkina Faso. On n'a pas besoin de personnes qui aujourd'hui ne pensent qu'à leur estomac, à leur pensée, mettre à l'état de la société. Ok, merci, c'est quand même trop violent. Mais bon, dans tous les cas, on espère que... Il faut choquer pour... Non, mais ça me choque. Les mentalités vont changer, on espère seulement que... Réaction en chaud avec M. Ilboudo. Quand vous le mettez, ces gens-là, ils risquent déjà leur vie pour aller arracher les panneaux solaires. Ils peuvent même être électrocutés. Ça sera bien. Oui, ça c'est un. Et deuxièmement, moi je pense que l'énergie qu'ils ont, et les techniques qu'ils ont, s'ils essaient de mettre ça ailleurs, ils peuvent gagner leur pain dignement. Ça va être bien. Et puis laisser la population tranquille et rouler aussi dans la lumière, quoi. Écoutez, j'espère qu'ils vont nous entendre. Ils vont changer de comportement et puis tout le monde sera content. Et la nation va se construire. C'est pas des voleurs, que c'est déjà... Parce que c'est vraiment pas... En plus... Non, ça c'est... Ils enlèvent et puis ils vont revendre là. Puisque, en fait, c'est du vol. Si c'était juste pour... Il y a Poutoneb, quoi. Poutoneb, il arrive, il gâte, juste pour gâter, pour montrer que lui, il peut gâter, puis il part. Il laisse ça là-bas. C'est de la spéculation. Ils enlèvent, ils déposent, ils attendent un temps. Et puis, oui, ça, c'est du vol. Il n'y a pas de terme. On a bien compris. Merci, Zédiara. Je vois que je suis le seul insurgé. Oui, il faut avoir amené dans la table cette question. D'ailleurs, c'est lampadaires qui servent donc à éclairer les voies, bien sûr, pour mettre les populations en sécurité. Et permettre aux forces de défense et de sécurité de faire le travail. Et vous venez, vous faites rétablir, vous ramenez l'obscurité dans la cité. C'est comme ça que ça les arrange. Pendant qu'on a la lumière, vous préférez dans la pénombre. Les gars, ils n'ont qu'à creuser des trous et puis rentrer dedans. Rejoignez les rats. Merci beaucoup, Zidiara. Et nous avons espéré que les mentalités vont changer. Retour avec notre invité, M. Ilboudo. On parle à présent donc de cette rencontre avec votre confrère, votre frère, donc à Genève, qui déjà était... Monsieur Omer Comparé. Qui était déjà bien installé et qui avait déjà tout pour pouvoir donc vous offrir encore plus une certaine quiétude, une certaine certitude aussi, on va dire, dans un environnement ou dans un biotope que vous ne connaissez pas, voilà, inconnu. Voilà, vous étiez dans un environnement que vous ne maîtrisez pas du tout. Et voilà que vous avez en face de vous quelqu'un qui vous servait de guide. Et comment est-ce que les choses se sont construites? Est-ce qu'il y avait déjà une association à Genève qui s'occupait déjà donc de la vie quotidienne des Burkinabés? Bien sûr. Oui, il y avait déjà une association, mais moi je n'ai pas été en contact avec l'association en question, mais j'ai entendu parler quand même de cette association. D'accord. Et puis Omer, on a causé ensemble, il m'a aussi donné certaines idées en disant que je pourrais faire. Parce que si tu arrives dans un endroit que tu ne connais personne, il fallait te référer à quelqu'un ou causer pour comprendre. Pour t'intégrer. Voilà. Mais est-ce que la famille était déjà... Vous aviez eu des nouvelles de la famille quand vous êtes arrivé? Non. Pas du tout. En fait,
je suis, comme je dis toujours, je suis parti sans rien dire. Et je suis revenu aussi sans rien dire. D'accord. Voilà. Ça veut dire un beau matin, je suis parti. Ouais. Et puis le jour que j'ai décidé de revenir au Burkina après 12 ans d'exil, Ouais. ma mère, elle a failli piquer une crise en fait. Je pensais que son cœur allait s'arracher. Ouais. Parce qu'elle ne s'attendait pas, personne n'avait de vos nouvelles. Non. Durant ces 12 années, il n'y a pas eu de nouvelles? Oui, il y a eu de nouvelles. Oui. En fait, je téléphone de temps en temps le pour jour rassurer que je peux. Ouais, tout le pour monde, rassurer, pour avoir des nouvelles de la famille, bien sûr. Mais par contre, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé des photos. Il faut envoyer des photos. Et ça, je n'ai jamais envoyé de photos depuis 12 ans. Pas du tout, même pas une seule fois. Et puis, le jour que j'ai décidé de retourner au Burkina, je n'ai pas dit à ma famille, personne ne savait que je venais. Personne. Pourquoi vous avez refusé d'envoyer des photos? Non, en fait, c'est pour ne pas, comment dirais-je, nécessiter les critiques ou comment, pourquoi. C'est comme mes cheveux, déjà. Je suis arrivé ici, ma mère, elle était hyper contente de me voir. Mais après, elle me dit que ça cause problème, en fait. Elle me demande d'enlever mes cheveux. Ah, vous voyez? Donc, vous voyez, si j'avais commencé à envoyer des photos d'air avant d'arriver, ça allait être autre. C'est juste pour dire, en fait. Pour elle, c'est grave. Jacquito, on ne te demandera pas d'enlever tes cheveux. Elle était contente de me voir, en fait. Le problème, que j'ai pris le vol le 29, le 30, en fait. Personne ne savait que je venais. Et puis, j'avais des amis ou d'autres personnes qui me disaient que non, mais si tu arrives au Burkina sans dire, c'est grave et tu risques de ne pas reconnaître la maison. Je dis, ça, c'est pas un problème. Si je n'arrive pas à reconnaître la maison, je reprends le vol et je repars. Si je suis né ici, grandir là et que je n'arrive pas à reconnaître la cour familiale, je pense qu'il y a un problème. Quel que soit le changement après 12 ans, je pense que je suis en mesure de reconnaître la cour familiale. Oui. C'est comme ceux-là qui font une année aux États-Unis et qui ne comprennent plus Moré. Ah non, c'est ça. Alors, tu as vraiment dompté, et quand j'écoute ton parcours, tu as dompté l'adversité. Et on le sait très bien, quand quelqu'un arrive nouvellement en Europe, surtout un Africain, tout de suite, c'est de pouvoir justement chercher à régulariser sa situation. Donc, parce que c'est sûr que tu étais sans papier, ça c'est sûr. Et sans papier, sans domicile fixe, jusqu'à ce que tu rencontres mon cher Omer. Alors, moi, je voulais savoir, comment est-ce que tu as fait la rencontre de ta femme? Parce que la dernière fois, tu as dit que ta femme est suissesse. Et quand tu l'as rencontrée, comment est-ce que, dans quelle dynamique était votre relation? Parce que beaucoup de gens, on nous faut croire d'ailleurs que quand tu arrives en Europe, bon, écoute, tu te maries avec une blanche, bon, tout de suite, tu es devenu quelqu'un qui fait balader le chien, qui fait ça, qui fait des trucs. En fait, tu n'es plus toi-même. Est-ce que je souhaiterais que tu nous parles de cette expérience-là? Oui, en fait, il y a un dicton qui dit à Moré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... La chèvre regarde ton visage avant de boire ton chapalo. D'accord. Voilà. Ça veut dire que... Il y a encore un autre qui dit... Oui, tu peux interpréter ça s'il te plaît. Ça veut dire, quand tu te manques de respect, là, d'accord, c'est là que les gens vont pouvoir te manquer de respect. Quand tu te respectes, autrement dit, la personne en face ne peut pas venir te manquer de respect. Autrement dit, quand tu te vends moins cher, tu achètes à crédit. Voilà. Tout compris. On y va. En fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent là-bas parce qu'ils sont mariés ou parce que... Bien sûr. Oui. Mais en fait, quand j'ai rencontré ma femme, je travaillais. Déjà. Oh, déjà, voilà pourquoi je vous ai dit que j'ai eu la chance vraiment hors norme. Je suis très content de mon parcours. Quand je suis arrivé en Europe, c'est ça aussi qui a fait que je ne suis pas retourné vite en fait. Parce que le but c'était de partir et puis revenir plus vite au bout de quelques années en fait. Je suis arrivé dans un pays que les gens souffrent pour trouver du boulot, où j'ai connu des gens là-bas qui c'est un peu compliqué. Et moi, j'arrive, quelques temps plus tard, je commence à travailler. Et c'est quel travail vous avez fait? Le premier boulot que j'ai fait, c'est un peu rigolo. J'ai travaillé dans une... C'est rigolo. Ouais, dans une auberge, un truc comme ça, comme hôtel, mais c'est pas hôtel, c'est un truc d'auberge en fait. Mais qui est tellement loin de Genève, dans les montagnes de la Suisse en fait. La Suisse, si vous voulez, c'est des montagnes, il n'y a rien qui est plat là-bas. Et là-bas, il neige vraiment. Beaucoup. Beaucoup. Et puis, mon premier boulot, c'était de déneiger la neige très tôt le matin
avec une petite machine tracteur. Et je me rappelle que les habitants de cet endroit, ils me regardaient avec des gros yeux en fait. C'était sur une station de ski? Oui, c'est pas une station de ski, mais c'est pas loin aussi d'une station de ski. D'accord. Mais tellement qu'il y a la neige, si tu déneiges pas, ça va pas. Et puis du coup, les habitants... Vous déneigez cette auberge. C'était votre mission. L'auberge. L'auberge. Oui. Vous devez déneiger chaque matin. Oui, avec une machine. Oui, avec une machine. Devant comme ça, et puis derrière aussi avec une machine. D'accord. Et salé. Oui. Et puis oui, tu as tout compris. Et puis du coup, je me rappelle comme si c'est hier, quoi. Il y avait des habitants de ce village ou de cet endroit qui me regardaient avec de gros visages, de gros yeux plutôt. Ils se disent non mais, parce que pour eux, tous les Africains ou tous les gens de couleur, ils n'aiment pas le froid ou ils ont peur du froid. Et tout à coup, ils voient quelqu'un, un noir, sur la machine et qui pousse la neige. C'était un peu impressionnant pour eux. Ouais, c'était inédit. Ah ouais, pour eux, c'est comme si tu voyais un blanc ici qui encore n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'était un peu hors norme. Donc j'ai commencé par ça. Et ça aussi, pour ne pas oublier, j'ai commencé par des petits boulots en fait. Parce qu'il ne faut pas vouloir sauter 10 pas un coup en fait. Voilà. Tout à fait. Oui, je commençais vraiment par des petits boulots là-bas, comme déneiger. Mais je suis arrivé à trouver qu'il y a des gens qui ne font pas des trucs comme ça ou qui n'ont pas aussi la possibilité de le faire. Mais moi, j'ai eu la possibilité, j'ai saisi la première occasion et j'ai commencé comme ça. Et ça m'a amené à être là où je suis aujourd'hui. D'accord. Quel rapport avec madame? Quel est le rapport justement du travail avec madame? Parce que vous avez dit que vous avez travaillé avant d'avoir... Oui, ça veut dire que je l'ai rencontré quelques années plus tard. C'est pas quand je suis arrivé que je l'ai rencontré, que je me suis marié. Ça veut dire qu'il ne s'est pas jeté dans les bras d'une blanche pour avoir les papiers ou une situation. Okay. Il a travaillé avant de la connaître. C'est ça en fait. En fait, le problème est qu'il y a des gens qui arrivent en Europe. Le système fait en sorte que tu ne peux pas travailler sans avoir le papier. Oui. Et en même temps, on te demande, pour avoir le papier, il faut travailler. Oui. C'est un peu... paradoxal. Voilà, bien sûr. C'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir travailler, même que ma situation n'était pas réglée à l'époque comme il faut. Mais quand même, vous avez travaillé. Oui, j'ai travaillé. Et ça, pour ne pas oublier, si tu travailles et que tu sais ce que tu veux, et que tu t'en fous, et que tu cherches une femme, c'est pas pour les papiers, c'est pour vivre avec. Là, en ce moment, la relation, elle est équitable. Tu peux parler comme tu veux en fait. C'est l'amour que tu cherches, que la personne tu cherches. Et si ça c'est pas une relation d'intérêt. Voilà, c'est pas intérêt en fait. Et là, le respect, il est là en fait. C'est ça. Voilà pourquoi, le début, je vous ai dit, voilà, ça veut dire que si tu te comportes bien et que tu sais que la femme en question que tu causes et qui vient vers toi, elle sait que celui-là il est posé. C'est pas parce qu'il se cherche ou c'est pas parce qu'il est en souffrance. Il ne cherche pas une couverture. Voilà, non, oui, il y a quelqu'un qui arrive là-bas et qui rencontre la femme et ils ne savent même pas là où dormir. La première semaine. Voilà, il demande à la femme d'aller dormir. Mais moi, quand j'ai rencontré ma femme, je savais là où dormir en fait. D'accord. J'avais mon appartement, j'avais tout. Tu n'étais pas sans abri. Voilà. Non, pas du tout. Non, c'est elle-même qui a déménagé. Non, dans un premier temps, elle voulait que je vienne chez elle. J'ai dit non. On dort une semaine chez moi. Une semaine chez elle en fait. On a fait ça pendant plusieurs années. Et puis pour finir, elle m'a dit que vu que ça fait longtemps qu'on fait ça, pourquoi pas déménager chez elle. Mais pour moi, ça c'est. Je dis, bon, maman, on pas ça. Ça veut dire quoi? Les grands-parents ne sont pas comme ça. En Afrique, on a des valeurs. Voilà. Pour moi, c'était un peu difficile. Mais il neige pas en Afrique. Voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai gardé mon appartement pendant plusieurs années. Je payais malgré que je ne dormais pas là-bas. Vous voyez? Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas. Alors j'ai aménagé chez elle quand on habite ensemble dans sa maison. Mais chez elle, pour dire, c'est pas que j'aménage et que je dors comme ça. Non, je participe, ça veut dire les frais sont comme ça. Moi, j'ai un salaire chaque fin du mois. Il n'y a pas de raison que je ne participe pas aux dépenses. Alors là-bas, ils ont compris qu'il faut participer. Là-bas, ils ont compris qu'il faut diviser par deux. Ici, par contre, on n'a pas encore compris qu'il faut participer. Ici, on n'a pas encore compris qu'il faut diviser. Peut-être en 2022. Allez, c'est qu'on va faire 50-50. D'accord. Moi, j'ai fait 50-50 pendant plus de 20 ans. D'accord. Alors dites-nous, monsieur Ilboudo, de ce métier de déneigeur à ce métier de mécanicien, comment ça s'est fait? Oui, en fait, après ce boulot, qui m'a permis de gagner ma vie pendant quelques années, j'ai travaillé comme ouvrier dans le bâtiment.
Parce que mon boulot ici, j'étais aussi un ouvrier. D'accord. Oui, on a fait aussi des routes dans l'entreprise là où je travaillais ici, donc j'avais une petite notion de ça en fait. Donc j'ai eu la chance d'être sollicité pour travailler comme ouvrier. Donc je travaillais, c'est un peu costaud, mais tu gagnes encore un peu plus, et ainsi de suite. Et après, et par la suite, j'ai encore eu la possibilité de travailler dans un garage. Dans un garage, dans un premier temps, mon patron, il est adorable. Vraiment, c'est comme un papa pour moi, qui m'a formé, qui m'a appris pas mal de choses, et ainsi de suite. Et puis, comme mécanicien, parce que là-bas, il y a tellement de... Comme il fait froid, il faut changer les pneus 2 fois dans l'année, en fait, ou 4 fois, en fait. Si l'hiver, il faut changer des pneus d'été, des pneus d'hiver. De neige. Voilà, tu vois. Donc, c'est du boulot, c'est pas comme ici, on met les roues pour 4 ans, 3 ans. Non, pas 3, oui. Ici, si ça ne pète pas, tu changes pas. Voilà. Et puis, par la suite, j'ai encore eu la possibilité de travailler dans un autre garage encore plus grand que là où j'ai appris. D'accord. J'étais sollicité aussi. Et là, les choses ont commencé à évoluer. Voilà, donc je peux dire que je n'ai pas sauté des étapes. J'ai commencé par des petits boulots. Et puis, souvent, j'ai des amis qui arrivent qui disent, mais comment tu as fait? C'est qu'il faut retenir. J'étais aussi invité plus de 3 fois à l'école technique de là où j'habite pour partager un peu mon parcours, pour expliquer, pour que ceux qui sont là-bas, qui ne savent pas où les petits blancs, comprennent qu'on peut on peut venir de loin et puis... Bien sûr, parce que... Commencer de zéro et devenir héros. Ouais. Joseph Murphy nous dit ceci, le monde ne va jamais donner de la valeur que nous-mêmes nous ne donnons pas. En tout cas. Alors, vous avez su vous donner de la valeur. Ah oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes un modèle apprécié et surtout adulé par ces jeunes, plébiscité par ces gens qui gravitent autour de vous au quotidien. Et nous sommes heureux de vous avoir invité sur notre plateau. Adèle Ramba, pour terminer. Oui, alors moi je souhaiterais revenir encore en arrière pour essayer de comprendre passé, en fait. Depuis que tu es parti, donc c'est la première fois que tu reviens? Après 12 ans. Oui. Wow. C'est la première fois que tu reviens là. C'est la première fois. Voilà pourquoi ma famille, tout le monde était choqué de me voir avec de longs cheveux. Et puis ils m'ont dit, non mais il y a 2 problèmes. Un, déjà tu as de longs cheveux. Et deuxièmement, tu as perdu du poids. Mais comment fait-il que tu perds du poids? Ils ne savent pas que la graisse n'est pas adulée là-bas. J'ai dû faire des dessins pour qu'elles puissent comprendre. Si vous ne m'avez tiré, des dessins pour qu'on les comprenne. D'accord. Ils ne savent pas que la graisse, là, les gens n'aiment pas ça là-bas. C'est ça en fait. Oui, et en plus, le premier job, comment tu as eu ça? En fait, si on sait ce que tu as fait comme job, mais ça s'est passé comment? Tu n'étais pas là, dans ton coin, et puis ils sont venus toquer à ta porte. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Aziz. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, du coup, comment ça s'est passé au fait? Comment s'est passée la mise en relation? Ou bien c'était une annonce que tu as vue, tu allais te présenter? Comment ça s'est passé au fait pour que tu puisses avoir ton premier job? En fait, je ne restais pas chez moi parce qu'il y a des gens là-bas qui essaient de rester à la maison pour que les choses les arrivent, comme partout dans le monde en fait. Oui. Et puis, on dit toujours que les gens n'ont pas le même étoile. Oui. Si je ne vais pas dire l'enfant béni, mais si tu as vraiment de la chance, il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent facilement par rapport à d'autres personnes. Les choses qui viennent à toi, tout ça. Voilà. Donc, je n'ai pas allé chercher comme ça. J'ai parlé avec quelqu'un, ce qui est quelques jours plus tard, il m'a proposé ce boulot. Ouais. Et je suis allé faire ce boulot. C'était facile. Et tout le monde était content. Alors, on va le dire. C'est la même chose que l'association qu'on a créée, que j'aimerais aussi vous partager. On va parler de l'association justement. On va entendre qu'Adèle épuise donc rapidement. Voilà, parce que dans 10 minutes, on est à la fin de cette émission. Oui, très rapidement. Et la vie d'aujourd'hui en Suisse, elle se passe comment? Il y a l'argent maintenant. Au jour d'aujourd'hui, comment tu vis? Comment tu préfères ta vie? Est-ce que tu prévois venir vivre un jour, retourner au pays avec ton épouse, venir vivre au Burkina, ou bien ta vie maintenant se trouve en Suisse, tu vas rester jusqu'à prendre ta retraite, aller mourir et être enterré en Suisse? Non, enterré, là, je dis souvent à ma femme, si jamais je meurs un jour, on ne sait pas quand est-ce, mais je ne veux pas être enterré en Europe. D'accord. Quels que soient les moyens, j'aimerais revenir ici. D'accord. Donc enterrer, on peut... Mais là, on ne va même pas parler de ça parce que vous allez vivre 100 ans. D'accord. Donc, ok. Ici, maintenant, la vie actuelle, vraiment, c'est cool, tout va bien. J'ai du boulot, j'arrive à subvenir à mes besoins. Hormis ça, j'aide ce que je peux, oui, avec le peu de moyens que j'ai. Je participe au développement aussi de mon pays, malgré que je suis loin. Donc, je ne peux pas dire le mauvais nom de Dieu, quoi, qui est de rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour moi, en fait.
D'accord. J'ai pas de regret. Donc ça roule comme sur des roulettes actuellement. Oui, je ne veux pas dire ça. C'est pas... Il y a toujours des obstacles dans la vie. C'est ça qui nous permet d'avancer. Mais ça ne m'empêche pas d'être qui je suis aujourd'hui, en fait. Bien sûr. D'accord. Monsieur Abdoulaziz, on parle à présent de cette association Wena Malgué qui a été créée donc, en octobre 2017 dans le village exactement de Montagne de Sainte-Croix en Suisse. Oui. Alors cette association, vous l'avez créée avec des amis, des proches, ou c'est avec madame? Oui, avec madame dans un premier temps. D'accord. En fait, pendant longtemps, je pensais toujours qu'est-ce que je pourrais faire pour venir en aide à mon pays, le Burkina Faso. Et je réfléchis ça pendant au moins 2 ans et demi. D'accord. Je disais que j'ai eu la chance d'être en Europe, d'aller, de travailler, de gagner ma vie. Mais il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas. Ouais. Donc on ne doit pas oublier là où on vient. Par tout, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir les aider? Voilà. Donc j'ai longtemps réfléchi à ce problème en fait. Et pour finir, j'avais décidé en disant que s'il y a quelque chose à faire, c'est dans 3 domaines en fait. Et soit la sécurité, santé ou la scolarité ou quelque chose pour la formation des jeunes en fait. Et à un moment donné, j'ai rencontré ma femme, que je lui ai aussi partagé mes idées, et puis elle travaille dans la santé en fait. D'accord. C'est ça aussi qui m'a motivé à aller vers la santé en fait. Donc je me suis dit que pourquoi pas aider un hôpital. Mais pour moi, comme je viens de Saponné, je me dis il n'y a pas de raison de faire quelque chose pour ailleurs qu'à Saponné. Bien sûr. Donc j'ai pris la décision d'aider l'hôpital de Saponné avec des matériels, avec des lits. Donc j'ai parlé avec ma femme et puis... Des lits, des ordinateurs, oui. des armoires, oui. des fauteuils roulants. Oui. Donc du coup, ma femme en tant que blanche, pour eux, il y a plusieurs manières de faire des projets. Il y a ceux qui attendent d'avoir la totalité de l'argent avant de commencer. Il y a ceux qui commencent au milieu. Il y a ceux qui commencent sans rien. Ok. Mais vous faites partie de quel groupe? De ceux qui ont commencé sans rien? Oui. D'accord. Et moi, et en plus, pour moi, le plus important, c'est pas l'argent, mais c'est les idées. D'accord. Je dis ça toujours haut et fort à mes amis, à mes frères, en fait. Si tu n'as pas des idées, quels que soient les moyens que tu auras, tu ne peux rien faire, en fait. Une fois que tes idées sont claires, sans moyens, tu arriverais, en fait. Donc j'avais les idées et ma femme elle me disait comment on va arriver. Je dis non, bon, on crée l'association et ainsi de suite. On a créé l'association, mais on pouvait créer à plusieurs personnes. Mais si on est beaucoup dans une association qui n'a pas encore fait des preuves, on risque de ne pas pouvoir avoir des gens qui vont nous tirer, qui vont nous dire que non, il y a ci, ça, ça. Donc on a essayé. Bien sûr. Oui, les deux. Donc on a créé l'association, il fallait faire les recherches des fonds, il fallait faire des soirées de présentation de l'association, de collecte de fonds, de présentation. Et puis à Sainte-Croix, c'est comme si je suis né là-bas en fait. Ça veut dire actuellement... Tu deviens Tengebiga. Ah oui, je suis Tengebiga et puis tout le monde me connaît là-bas. Et puis il sait, ça veut dire que tu te valorises, tout le monde te respecte quoi. Donc, ce qui a fait qu'on n'a pas eu de soucis à récolter les fonds, les trucs comme ça. Et puis, le début, c'était un peu compliqué. Mais je me rappelle que la première soirée de présentation qu'on a fait, il y a un de mes frères, pour dire, mais un Africain comme moi, un compatriote. Voilà, compatriote qui me disait que ça va être compliqué. Parce que comment vous comptez faire ça, en fait? Mais je leur ai dit que 1000 km commencent par un pas. Oui. Si on ne commence pas, on n'arrive pas. 1000 km commencent par un pas, ouais. Et il faut les idées également pour commencer et puis se lancer dans un truc. Et finalement, pour rejoindre Bouddha qui nous dit que nous sommes le résultat de ce que nous avons pensé. Alors, bien sûr. Vous avez pensé, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, puisque vous avez pensé. Vous avez eu cette idée au départ, et aujourd'hui, c'est concrétisé, ça a pris forme. Je pense comme je suis. Et pour ajouter quelque chose à ça, avec le début, je me suis dit que oui, c'est bien beau d'aider. Mais il faut aussi que les autorités ici participent à ça en fait. Oui. J'étais clair en disant qu'il n'y a pas de raison de payer la douane, payer les frais pour aider quoi en fait. Ça c'était clair à la base. C'était votre combat au départ. Ah, oui. Mais qu'est-ce que les autorités ont fait par rapport à cela? Ah, oui, je viens en fait. Parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison de faire ça. Parce que je suis contre... Et aussi prouver aussi le bon exemple à ceux qui veulent faire ou qui doutent ou qui pensent que ce n'est pas possible. Donc, j'ai écrit un courrier au président du Faso pour l'expliquer un peu le projet, pour lui dire qu'on est prêt à faire ça, mais par contre, on ne pourrait pas payer la douane. Qu'on puisse exonérer. Voilà. D'accord.
Donc, mais quand j'écrivais le courrier, j'ai des gens qui m'ont dit, ah, ça sert à rien. C'est peine perdue. Oui, je dis, moi je fais partie de ceux qui croient que rien n'est impossible. D'accord. Avant de dire que ça sert à rien, il faut aller au bout de tes idées. Au moins essayer. Voilà. J'aime bien cette phrase. Voilà. 1000 km commence par un pas. C'est important, j'ai retenu. Donc, ça c'est important. Donc du coup, j'ai écrit un courrier au président. Et quelques temps plus tard, il fallait faire des appels sans fin. J'ai appelé beaucoup de fois. Même ma femme elle me disait non mais c'est grave, quoi. Je passais beaucoup plus au téléphone pour appeler à la présidence, pour appeler... Non mais c'est compliqué. Mais pour finir, j'ai appris que le président il a pris une décision favorable à ce dossier. Mais pour que je puisse obtenir le papier qui prouve que les frais sont exonérés, c'était compliqué. Et en ce moment, je ne pouvais plus attendre en fait. Donc j'ai fait démarrer le camion de la Suisse pour venir là, sans avoir les papiers officiels. C'est le risque. Oui, c'était hyper compliqué. Et puis le camion arrivé à la douane, à la frontière de la douane, parce qu'il est passé par le Ghana, c'était impossible de rentrer. Il fallait faire des téléphones, et ainsi de suite, parce que je n'avais pas le papier officiel qui prouve ça. Donc vous avez eu du pain sur la planche. Oui, c'était compliqué. Ouais. Par contre, j'ai fait tout ce parcours de combattant pour que le camion sorte à la douane, qu'on fasse tout, qu'il arrive à l'hôpital de Saponnet. C'est 2 semaines plus tard qu'on a reçu le courrier officiel à la maison qui prouve que j'ai failli péter un câble. En fait. Voilà. Donc, je peux vraiment profiter de votre plateau pour dire merci au président du Faso pour le soutien qu'il a fait et puis encourager aussi à ceux qui... La diaspora qui veulent venir faire quelque chose pour leurs frères. Pour ajouter encore une chose à cela, dans mon projet, ça ne se limite pas seulement à aider avec des matériels ou des lits d'hôpitaux, c'est de continuer. Donc, dans un deuxième temps, j'ai eu contact avec le responsable de cet hôpital en question, et puis on a parlé de l'ambulance. D'accord. Et j'ai tout fait pour avoir l'ambulance, au nom toujours de l'association que je représente ici. Et l'ambulance, actuellement, il est prêt. Je peux même vous montrer les photos. Oui. Que vous avez voulu garder jalousement d'abord, puisque vous ne faites pas les choses avec beaucoup de bruit. D'accord. Okay. Et puis, le mois de novembre, non, déjà, il y a 4 mois en arrière, j'ai écrit un courrier au président, encore une fois de plus, pour demander que ça soit aussi la même chose que les matériels d'hôpital. 2 mois après, je n'ai pas eu de retour, rien du tout. Vous avez envoyé l'ambulance? À ma grande surprise, je me suis rendu compte que le courrier était coincé quelque part et puis ça a revenu en Suisse. D'accord. Donc j'ai réécrit encore le même courrier, changé la date, que j'ai envoyé par DHL le mois de novembre. Je vous explique ça et je regarde vraiment droit aux caméras pour vous dire ce que je pense de ça en fait. Et le mois de novembre, j'ai écrit, le courrier a été reçu à la présidence au mois de novembre. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas de réponse. L'ambulance, il est prêt, il est garé. Mais sans ce papier, je ne vais pas encore galérer comme la dernière fois. Oui. Faire venir ambulance et puis rester. On espère que ce jour, ça serait donc le déclic pour que cette ambulance puisse arriver pour soulager la population. Et j'ai commencé à faire des téléphones même avant de venir. J'ai appelé encore à la présidence. J'ai encore eu à parler à une certaine dame, que je ne vais pas dire le nom, qui m'a dit qu'il y a ça, il faut encore patienter. Mais je ne sais pas, je dois patienter jusqu'à où. Mais ça va le faire. Moi, j'ai foi que ça va le faire. Déjà que vous avez partagé cette inquiétude, cette préoccupation ce matin, ici à l'apéro de Genève. Le message ira là où il faut. Et on va vous entendre. Et on va faciliter les choses. Afin que cette ambulance puisse se retrouver ici au Burkina Faso. Aller à Saponnet pour soulager les populations. Et pouvoir donc procurer encore du bonheur à ces populations qui n'attendent que cela. Et qui n'ont pas demandé aussi leur situation. Qui vivent des moments difficiles, mais qui n'ont pas choisi de vivre ces moments difficiles. Grâce à l'effort de chacun de vous, grâce à la générosité de toute la diaspora, des jeunes comme vous, je pense que le Burkina Faso va faire parler de lui dans les plus grandes, parmi les plus grandes nations. Alors vivement que cette jeunesse puisse comprendre que tout ne vient pas forcément de l'État. Bien sûr. Il y a des initiatives comme la vôtre qui peuvent être encouragées et soutenues. Aux autorités également de soutenir et d'encourager ces jeunes qui prennent ces initiatives et qui font des choses, qui sont concrètes, qui sont, j'allais dire, pragmatiques. C'est de ça qu'il s'agit. Vive donc cette jeunesse consciente et cette jeunesse généreuse, cette jeunesse qui a compris que c'est main dans la main, qu'on peut construire quelque chose, qu'il faut que tout le monde mette la main dans la pâte pour pouvoir réaliser quelque chose. Bien sûr. Nous allons vous souhaiter tout le meilleur et vous dire encore merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour Saponnet et que Dieu vous donne encore plus de moyens pour le faire pour d'autres CSPS dans d'autres localités du Burkina Faso parce que vous êtes un fils du Burkina Faso et originaire
de s'abonner. Oui, c'est ça qui est important. Ouais. Merci, M. Il Boudou, Aziz, d'avoir accepté notre invitation ce matin à l'apéro déjeuner. Didiara, nous sommes à la fin de cette émission avec vous pour recueillir votre mot de fin. Alors, Jackie, c'est déjà de le saluer parce qu'on n'a pas eu tort de le prendre comme un invité. Et je pense que ça a servi d'école pour beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent justement travailler à rehausser l'image de notre pays, parce qu'un jeune freedom fighter qui se trouve en Suisse, c'est déjà le drapeau de notre pays qu'il met en exergue. C'est un Burkinabé dit, il n'a jamais eu de souci avec la justice parce qu'il a dit qu'il est connu dans le pays, les gens le respectent. Ça veut dire que partout où le Burkinabé doit être, il doit être fier d'être Burkinabé, il doit se comporter de façon digne. Alors, pick up à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Ziedara. On va vous souhaiter également une très belle journée de lundi et surtout une bonne semaine. Adèle Wamba. Oui, c'est vrai que M. Il Boudou a pas mal de projets pour le Burkina Faso et pas mal de jeunes aussi de la diaspora ont beaucoup de projets pour le Burkina Faso. Maintenant, aux autorités du Burkina de travailler de sorte à nous faciliter les choses pour qu'on puisse venir aider nos frères et sœurs restés au pays. Donc, quand on a des projets comme ça, on ne doit pas galérer pour venir en aide à la population tout simplement. Donc, il a pas mal de projets. J'espère que les bonnes personnes nous écoutent aujourd'hui et que certaines personnes vont ouvrir leurs portes tout simplement pour le recevoir et l'écouter et faciliter beaucoup de choses. Merci donc, beaucoup de courage aux jeunes de la diaspora qui se battent de jour comme de nuit pour aider leur patrie, le Burkina Faso. Merci beaucoup Adèle. Monsieur Il Boudou, nous sommes à la fin de cette émission. Regardez cette caméra et partagez avec nous votre mot de fin. Hormis l'association, j'ai encore un autre projet qui ça fait un bon moment que je... On va aller vite parce que là on est terminé par les gens. J'essaye d'arriver, mais c'est un peu compliqué. Donc je lance encore un appel aux autorités. Donc comme on arrive à la fin de cette émission, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais j'ai un grand projet vraiment que j'ai eu la chance de rencontrer le Premier ministre en personne, lui-même à Genève, que je l'ai exposé mon projet, mais jusqu'à présent c'est toujours en attente. J'espère que les autorités comprendraient et puis qu'il y aura une solution. C'est sûr. C'est sûr qu'ils vont comprendre et qu'on va vous recevoir pour mieux vous comprendre. Monsieur Il Boudou, on a été très heureux de vous recevoir sur notre plateau de l'apéro de Genève pour ce lundi. Et nous allons nous dire au revoir et puis vous inviter donc à retenir ceci. Ce que vous donnez à une personne, vous le donnez à l'humanité tout entière. Ne manquez pas surtout d'être généreux, de laisser parler vos cœurs. À toutes ces personnes qui sont généreuses, à toutes ces personnes qui soulagent, nous vous disons merci, que Dieu encore vous élève encore plus et surtout vous donne encore plus au-delà de vos attentes. Salutations à des actions, le prince national qui se rétablit petit à petit et qui également pense à nous et qui également nous envoie beaucoup de coucous et qui a également laissé parler son cœur, étant alité depuis donc la polyclinique en offrant un buffet à tous les malades et à tout le personnel de l'hôpital. Ça mérite un big up. Bravo au prince national. Que Dieu bénisse encore. Allez, c'est ici qu'on s'arrête. Prenez ça de vous. Ciao, bye bye. Bye bye.